J'accueille maintenant Christian Dufour, le maire de l'Île aux Coudres. Monsieur Dufour, bonjour. Bon matin. Merci d'être là pour qu'on fasse le tour des actualités ensemble. Avec grand plaisir. Commençons par le havre musical. Il y a eu des plaintes, ça faisait trop de bruit, il y a eu un règlement qui est passé. On en a beaucoup entendu parler, mais on a l'impression, est-ce que c'était pas un peu une tempête dans un verre d'eau? Bien, je pense que oui, c'était une tempête pour un verre d'eau. Pour l'havre musical, non. Ça a fait une grosse affaire, comme vous avez entendu parler. Oui, pour eux, oui, mais... Pour eux, mais... la gravité de la chose? La gravité de la chose, ça semblait grave pour le havre musical, parce que ça n'a pas été compris, là. Donc, la réaction a été assez... Vive? A été assez vive du côté réseaux sociaux, parce que là, ça a embarqué sur les réseaux sociaux, puis ça a parti en tourbillon. Okay. Donc, après ça, ben là, ça a discuté, puis ça a continué. Pour en venir à un règlement. À un règlement qui va être adopté à la prochaine séance. Puis avant ça, bien, il y a eu une demande de... Parce qu'il fallait aller en référendum, là. Suivre toute la procédure, pour aller en référendum. S'il y avait assez de citoyens qui allaient signer le registre. C'est ça. Fait que, là, ça a été annoncé. Ouais. Donc, les gens devaient venir signer au bureau municipal pour dire oui, on va aller en référendum. Ouais. Aller jusqu'à la dernière heure où ça finissait. Donc, il y a des gens qui ont apporté une pétition pour dire une vingtaine de personnes, pour dire qu'ils voulaient aller en référendum. OK. Donc, il y aura un référendum, finalement? Non, il n'y aura pas de référendum parce que là, ça a été annoncé. Puis ça a été annoncé pour que les gens viennent signer. Oui. Il y avait une journée où les gens venaient signer. On n'a eu aucune signature. Ah, donc il y avait menace de, mais ça ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui change le nouveau règlement par rapport à la situation qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui a été modifié ou qu'est-ce qui a été encadré? Qu'est-ce qui a été encadré? C'est un règlement conditionnel. Donc, avant ça, il n'y avait pas de règlement pour permettre à M. Saint-Onge d'opérer dans cette zone-là. OK. C'était du bon voisinage. C'était du bon voisinage, puis c'était un règlement qui avait une activité principale seulement, qui était pour ces motels puis toutes ces affaires. Donc, il n'y avait pas d'usage conditionnel. Quand c'est arrivé, nous autres, on a eu la plainte. Pour réagir à ça, on a dit, bon, ben on va faire un règlement conditionnel pour permettre à M. Saint-Onge d'opérer, de continuer à opérer. Fait que c'est ça qui a déclenché là, toute la mais tempête. Il ne pourra pas faire comme avant. Il va être plus encadré. Bien, ça va être à discuter. Au moment où il peut faire, on va dire, du bruit, il fait de la belle musique, là, mais il va être encadré. Bien oui, c'est ça. Il va y avoir des conditions, puis on va négocier avec... on a fait une proposition à M. Saint-Onge. Il va nous revenir, il était supposé nous revenir, on l'a rencontré, il va nous revenir pour voir si ce que nous... Si c'est conforme au règlement que vous allez adopter. Ça va être conforme. Bien, le règlement, ça ne sera pas... C'est juste pour l'année... Pour les activités, comme lui, là, il y avait 32 spectacles. Oui. Donc, est-ce que nous, on a proposé, mettons, 16 spectacles avec des heures, etc., etc. Okay. Donc, M. Saint-Onge, il regarde ça, puis là, ils vont nous revenir avec une contre-proposition. Mais les choses semblent se placer. Oui, ça semble se placer, là. On pense que c'est... Parlons maintenant d'un autre dossier, le parc du Bout-en-Bas. Le parc du Bout-en-Bas, vous avez vraiment l'intention de faire des grands aménagements là. Première question, il y a eu une campagne de financement social qui a été faite, là, le financement participatif. Comment ça a été, votre financement? Ça a très bien été. Là, avez-vous atteint votre objectif? On a 75 de ramassés sur 1 400 000 Nous attendons là, le 13 novembre le 250 000 de DIC Canada là, pour... Développement économique Canada. Développement économique Canada qui vont nous donner leur réponse. Oui. Ça semblerait positif. Donc là, on va tomber à presque 1 300 000. Donc, vous me dites que l'objectif de 1,4 est atteint. Puis là, vous allez pouvoir aller de l'avant l'année prochaine. Oui, c'est ça. On va travailler. Les plans sont... Notre architecte paysagiste, les plans sont faits pour... même ZIP Charlevoix, là. Oui, et là-dessus aussi. Sont là-dessus aussi. Ils ont commencé à aménager les sentiers. Est-ce qu'il y aura des consultations publiques? Est-ce que la population sera appelée à dire oui, je suis pour ou je suis d'accord avec le plan, le schéma qui est proposé? Ou est-ce que ces choses-là sont déjà faites pour le parc? Non, c'est fait. Là, pour le parc, il n'y a aucun Donc, les aménagements proposés vont être réalisés? C'est ça. Il y a encore quelques affaires à vérifier avec l'environnement. Oui. Parce qu'on va mettre
différentes installations. Pour voir si on est conforme avec ça, mais ça, c'est minime, là. Donc, ça va être un atout de plus, quoique c'était déjà pas mal fréquenté avant que la Ville là, en prenne possession. Ça va être un atout de plus parce qu'au niveau touristique, cette année, ça a été difficile. Ça a été difficile. Comment vous expliquez ça? Bien, vous comprenez que la grève qu'il y a eu, ça a été une mauvaise presse aussi. Ça a dure, mal été. Quand il y a une mauvaise presse, ça ne dure pas juste les 2 semaines que les traversiers sont en grève. C'est une mauvaise presse sur l'ensemble de la saison. Est-ce que je me trompe? Vous avez parfaitement raison. Ça dure longtemps. Puis on en a ressenti encore des effets, là. La saison a bien débuté. Ouais. Du côté du traversier, en parlant des bateaux, ça a bien été. Bien sûr. Mais après ça, bien là, il y a eu cette affaire-là là, qui je comprends les employés aussi là, de la société qui ont fait un moyen de pression avec ça. Ça a été dans une période assez achalandée. Vous comprenez que c'est la grosse période. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu, on ose dire, comme le jambon dans la sandwich? Là? Parce que d'un côté, vous comprenez les employés, mais de l'autre côté, vous souffrez des moyens de pression des employés. On réagit comment dans ce temps-là? Ben, vous voyez, c'est dur à expliquer, là. C'est un droit de grève qu'ils ont. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que, dans le futur, on pourrait faire. Puis il n'y a pas seulement que nous autres, les autres traverses aussi ont été impactés. Oui. Mais tout ça joue à la Société des traversiers. Oui, ça se joue à bien, c'est un règlement, c'est une loi qui est comme ça. Le droit de grève, oui, absolument. Il peut être utilisé. Donc, je ne sais pas si... Parce que nous, comme service essentiel, un service essentiel, nous autres, c'est le bateau à toutes les heures quasiment durant l'été. Bien sûr. Donc, si on se ramasse juste à 8 bateaux, c'est pour les touristes journaliers qui viennent à l'île, faire le tour de l'île, puis ils viennent visiter, ça a eu un gros impact. La question du traversier, quand on parle de l'île, c'est toujours incontournable. Puis on dirait que c'est une solution, qu'il n'a pas de solution, que c'est périodique, que ça revient. Des fois, ça va bien, mais la plupart du temps, c'est toujours problématique, le traversier, depuis la nuit des temps. Bien, c'est pas depuis la nuit des temps. Moi je vous dirais là, que c'est depuis que le Joseph Savard est parti en rénovation, c'est là que ça a commencé. On a perdu notre premier bateau, le bateau principal qui était le nôtre, qui était le Joseph Savard. Puis il y a eu comment dire en anglais, la bad luck, que le Radisson en même temps, son moteur a brisé. Oui. Donc là, la société sont ramassés avec 2 bateaux en moins. Là. Donc, c'est pour les... c'est là que ça s'est mis à se compliquer. C'est là que ça s'est mis à se compliquer. Puis la durée de rénovation du Joseph Savard a duré 4 ans. C'était supposé durer 11 mois. Fait que ça a eu un impact majeur là, sur le service pour que la société fournisse les bateaux nécessaires pour nos activités chez nous à l'île. C'est quoi vos revendications à la Société des traversiers? Comment comme maire de l'île aux Coudes, vous intervenez auprès d'eux? Parce que c'est votre municipalité qui est impactée de leur façon de gérer les choses. Bien, nous, la municipalité, là, c'est de savoir tout ce qui est annoncé par la société, là, les horaires, le service fourni par les bateaux. Ça, c'est notre mission de leur demander, est-ce que ça va être fait? Puis, selon ce qui est annoncé. Selon ce qui est annoncé. C'est ça qu'on veut. Ils ont fait... On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas mis des sous à l'île aux Coudes pour améliorer le service. Quand ils ont loué le Svanoy à gros prix. Oui. Donc, ce bateau-là est venu... Le mal-aimé? Le mal-aimé, mais qui, en dernier, allait très bien. Là. Les gars, ils avaient pogné le tour là, de... C'était pas un bateau qui est complètement adapté pour nous autres, mais il a fait la job. Là. Mais parmi les choses que la société est en train de voir pour améliorer, là, il y a la fameuse question du réaménagement des quais. Ce que l'on sait, c'est que l'île aux Coudes va avoir son quai, puis le quai va éventuellement rénover à l'île aux Coudes. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent sur quel endroit on s'en va avec le quai. Quelle position vous avez par rapport à ça? Bien, la position, c'est que l'opportunité, l'étude qui a été faite par la Société des traversiers, là, parce qu'au début, là, le Cap aux Diables, il n'était pas dans le projet. À Baie-Saint-Paul, c'est bien ça. À Baie-Saint-Paul, en fait. Oui. Il n'était pas dans la ligne, dans le plan.
Donc, un groupe de citoyens à Lille, on a dit, bon, ben, pourquoi pas faire le quai en pleine face de l'autre, Qui raccourcirait le trajet. Qui raccourcirait le trajet. Parce que si on partirait de l'île aux Coudes, si on part de l'île aux Coudes puis on s'en va au Cap-aux-Arbres, on est rendu à Baie-Saint-Paul dans 16-17 minutes au lieu de 35-40 minutes par l'autre bord. Fait que ça fait une grosse différence. Aussi, il y a l'environnement. Tout est bien là, pour aller là. Ça répond à tous les critères. Là. Mais la question que je me pose, c'est quand on décide d'aller vivre à l'île aux Coudes, là, on prend l'île aux Coudes telle qu'elle est. C'est de prendre un traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive, puis on doit vivre avec ça. Il y a des inconvénients puis des bénéfices à vivre dans un si bel environnement aussi. Pourquoi tout à coup il faudrait changer la formule? Quand on reste à Dorval, on se plaint pas qu'il y a des avions. Si vous décidez d'aller à l'île aux Coudes, il faut vivre avec ce que c'est. Oui, mais là, il y a une opportunité. Les quais sont à refaire. Là. Pourquoi pas? Si l'opportunité est d'améliorer notre accès puis de raccourcir notre accès, pourquoi qu'on n'irait pas là, si c'est possible de le faire? Donc, c'est améliorer notre situation d'accès pour les locaux. Et vous pensez que c'est possible? Ben oui, c'est possible. C'est possible, certain. Avec les capitaines, quand... Je ne sais pas si vous êtes déjà venu chez nous à Lille, là, dans une tempête de Nordais, là, parce que là, on part de l'île puis on s'en va directement vers le Cap-aux-Diables, parce qu'on appelle ça le trou, là. On rentre là, puis là, on s'en va, puis on va longer la chaîne. Fait que là, on n'aurait plus de problème pour aller... fait qu'on se rallonge. Pour vous ramener jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive. Ramener jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais pour en revenir à ça, là, c'est bien plus logique. On part de l'île, on s'en va vers l'est, on repart du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, on s'en va encore vers l'est pour revenir vers l'ouest à Baie-Saint-Paul. Là, on s'en irait direct, c'est directement à Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui est prévu comme échéancier dans ce dossier-là pour arriver à une décision? Bien, là, ce que vous avez... là, il y a le fameux plan quinquennal. Là, oui, en 2026, là, il avait arrêté parce qu'on on était rendu à 1,1 milliard et quelque chose. Oui, donc ça a été mis au neutre, ça a été mis sur le neutre. Ce qui, de mon côté à moi, ce qui n'avait pas de bon sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis pour qu'on se rende à 1 milliard sur les quais. Le projet était d'environ 550 millions, là, la moitié. Et ça, c'est à peu près le coût qu'on rénove les deux quais de toute façon, qui sont à rénover. C'est ce que j'entends. Puis le petit caillou dans le soulier, c'est que ça prend une route. Là. Il faut faire la route. On peut dire 75 millions de plus, là. Donc, une route pour le ministère, c'est un investissement. Là. Mais vous me dites que c'est faisable, mais c'est-tu faisable dans un horizon raisonnable de 5 ans, 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, les quais sont à refaire? Les quais sont à refaire, oui. Les quais sont à refaire. Ils les ont refait un peu, là, modernisé un peu pour les faire toffer encore une dizaine d'années, qu'ils ont dit. Donc, il y a un horizon de 10 ans là, pour le changement? Oui, un horizon de 10 ans. Quand ils les ont rénovés. Déjà là, ça fait 2 ans. Là. Il reste 8 ans. Mais est-ce que ça serait bon de scinder le projet en deux pour... il faudra commencer à quelque part. De toute manière, on a une rencontre. J'ai une rencontre le 18 novembre avec le maire des Éboulements, M. Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul et notre préfet. Vous allez remettre ça à l'ordre du jour? Mettre ça à l'ordre du jour pour faire un refresh là, sur toute la situation, parce que le maire des Éboulements, il n'était pas là dans le temps. Fait que là, il va se mettre au courant de tout ce qui se passe. Il y a une autre chose qui s'en vient à l'horizon, les élections municipales. Est-ce que vous allez être encore là pour le prochain mandat? Est-ce que vous vous présentez aux prochaines élections? C'est une bonne question. Il y a des beaux projets encore qui sont que j'aimerais continuer. Vous aimez encore ça? Oui, j'aime encore ça. OK. Je vais en discuter avec mon conseil, là, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais de plus en plus, je suis intéressé, là, parce que je tiens vraiment à aller au bout avec ce projet-là, puis d'autres aussi, comme le Bout-d'en-Bas. Il y a les moulins. On n'a pas parlé des moulins, mais les moulins, il y a encore le moulin avant à réparer. Il y a des belles améliorations qui sont faites au moulin, là. Donc, ce n'est pas les projets qui manquent? C'est pas les projets qui manquent, on en a beaucoup. Christian Dufour, merci beaucoup d'être venu nous voir. Bienvenue, merci beaucoup. La 15e édition du Gala du Frill, le Fonds régional en infrastructure de loisirs, s'est tenue le 7 novembre dernier au Manoir Richelieu, sous la présidence d'honneur du boxeur Sébastien Bouchard et du hockeyeur Francis Bouillon.
Plus de 300 personnes représentant tous les secteurs du sport et des loisirs de la région étaient donc réunies pour honorer les athlètes, les équipes, les bénévoles et les parents qui animent cette communauté. De plus, comme à chaque année, un encan silencieux permettait aux participants d'acquérir différents objets et tableaux reliés au monde du sport. C'est Mathilde de Fortier, l'athlète de soccer acrobatique, qui est d'ailleurs l'une des vedettes mondiales de ce sport en développement, qui a remporté le prix d'athlète de l'année. Le jeune skieur acrobatique de l'équipe du Massif, Alexis Dufour, a été nommé athlète de la relève. Il nous explique que sa motivation vient de son amour pour le ski acrobatique et que la bourse, venant avec ce prix, lui sera bien utile. Ma passion pour le ski, en fait, j'ai commencé ça quand j'étais jeune, mais moi, c'était plus pour m'amuser, mettons, la fin de semaine. Mes parents voulaient que je sois comme inscrit dans un club de ski pour qu'eux partent skier ensemble les fins de semaine tout seul. Mais j'étais inscrit dans l'école de ski comme débutant. Puis là, moi, je voulais commencer à faire du ski un peu plus haut niveau. Fait que j'ai commencé avec des amis à faire le ski acrobatique. Puis finalement, j'ai vraiment aimé le sport. J'ai eu des coachs, j'ai eu des coachs qui m'ont vraiment fait aimer le sport. Puis là, ça fait 10 ans que j'en fais. Je suis encore avec des amis, j'en fais depuis 10 ans avec des amis, puis c'est de là que vient ma passion. Mais recevoir ce prix-là, c'est en quelque sorte motivant. Ça peut prouver qu'on a du talent dans le sport, qu'on a un certain potentiel. Puis le prix qu'il donne avec, il vient avec un montant. Puis ça donne comme un... Je sais pas comment dire, ça aide, mettons, pour payer notre saison de ski. Ça va payer, comme là, en ce moment, je suis en train de changer mon équipement. Fait que ça va payer une bonne partie de mon équipement de ski pour la saison. Fait que ça allège, mettons. Je sais pas comment le dire, mais ça allège la charge. C'est l'équipe féminine de soccer des As de Baie-Saint-Paul U14 qui a été nommée équipe de l'année et le prix de parent de l'année a été décerné à Mireille Savard et Pierre-Luc Aymon-Lavoie. La présidente du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul, Valérie Lavoie, a remporté le prix de bénévole de l'année. 2014, quand Caroline est venue au monde, j'ai décidé de m'impliquer au sein du club. Puis là, maintenant, ça fait maintenant 10 ans. Caroline patine maintenant, puis c'est ma raison de faire le bénévolat au sein du club, ma motivation. Mais c'est sûr que je suis une grande passionnée de patinage aussi à la base, là, mais c'est un beau partenariat de famille qu'on fait avec le patin. De son côté, la jeune Caroline était bien fière de sa mère. Bien, moi, je trouve qu'elle méritait parce que elle a fêté le 50e, puis je trouve qu'elle s'est investie vraiment beaucoup dans le club depuis que je l'ai, puis j'aime vraiment ça. Fait que quand elle a été nommée bénévole de l'année, ça m'a tellement émue, vu que j'étais contente pour elle, puis qu'elle méritait tellement. Pour Valérie Lavoie, faire du bénévolat, c'est donner de son temps, mais c'est aussi beaucoup recevoir en retour. C'est tellement valorisant. T'sais, on a tous des emplois dans le quotidien, mais je vous dirais que mes plus beaux souvenirs, mes plus beaux moments, ça reste que c'est avec les bénévoles. Ça crée des amitiés, ça crée des appartenances, puis c'est vraiment très, très valorisant. Puis quand on voit les jeunes qui s'épanouissent comme ça, c'est le plus beau cadeau. Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes au Québec, un groupe d'organismes communautaires de la région ont organisé une activité de sensibilisation, en fait une journée de sensibilisation. Donc plus tard en entrevue, on va recevoir deux invités, deux auteurs qui ont produit un documentaire sur la proche aidance. Mais tout d'abord, je reçois Mme Annie Abran-Roy, qui est coordonnatrice des volets communautaires à l'organisme L'Ancrage de l'Île aux Coudes. Bonjour, Mme Abran-Roy. Bonjour. Mais tout d'abord, c'est qui ce groupe d'organismes communautaires-là qui s'est mobilisé pour mettre en lumière la proche aidance dans la région et au Québec? Bien, en fait, le comité est composé de 6 personnes, 5 organismes. Donc, il y a l'Ancrage, on a le CIUS de la capitale nationale, on a l'organisme La Marée, oui, l'Appui et le Centre d'action bénévole de Charlevoix. Donc là, cette semaine, vous vous êtes mobilisé pour organiser une journée de sensibilisation aux éboulements dans Charlevoix. En quoi ça consistait? En fait, c'était de mettre la lumière là, sur toutes nos personnes proches aidantes de la région.
Et puis, le but, c'était de faire une présentation d'un film de nos invités qui représente là, un peu qu'est-ce qu'eux ils ont vécu en étant proches aidants. Ouais. Et puis, par la suite, c'était de faire un groupe de discussion pour que nos personnes proches aidantes puissent poser des questions à nos invités qui étaient présents. Je dirais que ça a très bien fonctionné. Oui, ça a été quoi la teneur des échanges entre ces gens-là? Bien, en fait, les gens, ça a été long avant qu'ils commencent à poser des questions, mais une fois que je pense que la glace a été cassée, ils ont commencé à poser leurs questions, puis c'était quand même en lien avec eux, des questions de comment que les enfants proches aidants peuvent se sentir vis-à-vis de leurs parents et tout ça. Ouais. Et puis par la suite, il y a des gens qui ont aussi confié là, des histoires propres à eux, qui ont vécu dans leur passé. De leur vie personnelle. Oui, là. qui étaient quand même très touchantes. J'ai eu larmes à l'œil quelques fois. Donc c'était un très beau moment là, qu'ils ont eu pour eux, puis je pense que ça leur a vraiment fait du bien. Pour échanger. C'est quoi les enjeux majeurs qui concernent la proche aidance au Québec rencontrent ces personnes-là? Bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, en fait, qu'ils sont proches aidants. Et c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont isolés aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent chercher de l'aide. On veut qu'ils sachent qu'on est là pour les aider. C'est certain que, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont proches aidants. Donc, je pense que c'est peut-être de faire de la sensibilisation pour peut-être leur venir en aide. Leur fournir des ressources, c'est ça, des exactement. outils, savoir à quel programme ils ont accès aussi. Oui, oui, puis il y en a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de programmes au Québec. Moi, je sais, la région de Charlevoix, là, on a beaucoup d'organismes qui sont là pour les aider, pour leur venir en aide, pour leur donner des outils. On a des ateliers, on fait plein de choses là, pour eux, donc... Et sûrement aussi plusieurs hypothèques, même leur santé pour la personne qu'ils aident au quotidien, parfois sur une longue période de leur vie. Là. Bien, c'est sûr que je pense que la personne proche aidante a tendance à s'oublier dans ça. Donc, la personne prend soin de l'aider. Et ça devient quasiment comme un travail temps plein, en fait, de prendre soin de son aidé. Et la personne s'oublie elle-même. Donc, ça devient un isolement. Elle ne fait plus ses occupations, elle ne fait plus ses activités. La personne peut travailler, mais en revenant du travail, bon, c'est l'épicerie pour maman ou papa, ou conjointe, les comptes. La personne fait tout. En fait, tout ce qu'il faisait à deux maintenant, la personne le fait seule. Donc, c'est très lourd à porter sur les épaules et c'est bien d'en parler. Puis... De rendre ça visible. Oui. Merci d'être passé nous voir en studio aujourd'hui. Après la pause, on va parler avec les deux invités, les deux auteurs et autrices de ce documentaire-là, qui vont venir témoigner de leur motivation à avoir produit ce film-là. Restez avec nous. On reçoit maintenant les co-auteurs et co-autrices d'un documentaire qui se nomme « Au-delà des mots, paroles de proches aidants ». Monsieur Michel Carbonneau, Édith Fournier, bonjour. 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 Donc, vous avez décidé, il y a plus de 10 ans déjà, de réaliser une lecture théâtrale. Oui. Vous avez écrit un texte sur la réalité de la proche aidance que vous avez vous-même personnellement vécu dans vos vies. 14 ans respectivement, chacune, vous avez été proche aidante pour vos conjointes. Oui. Parlez-moi un peu de cette réalité-là que vous avez connue. Madame Fournier. Dans mon cas, c'était 7 ans de soutien à domicile et 7 ans en hébergement. Je vous dirais que le début de cette aventure-là, c'est ce que j'ai trouvé de pire. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Hein. Et je me suis demandé si Michel et moi, pas ce Michel, mais mon premier Michel, qui était Michel Moreau, cinéaste et peintre, un artiste, quoi. Je me demandais si on n'était pas en crise conjugale, parce que je n'arrivais plus à comprendre ce qui se passait là entre nous. Et ça m'a pris quand même bien des mois avant de
pouvoir accepter ou réaliser qu'il y avait là un problème de dégénérescence neurologique. Moi, je l'ai identifié avant même que le neurologue puisse l'identifier, parce que j'avais déjà vécu avec ma mère. Okay. Mais dans les tout premiers mois, c'est très confus, c'est subtil, c'est 3 jours de bon temps, puis 4 jours de mauvais temps, puis bon. Ça arrive graduellement. Ça arrive graduellement. C'est des petits symptômes. Hein. Oui, c'est des Au petits... début, oui. ça passe un peu inaperçu, mais le cumul finit par nous faire comprendre qu'il y a un problème sous-jacent. Vous avez aussi vécu cette réalité-là de proche aidant. L'équivalent, ma conjointe était psychothérapeute et je me vois encore lui expliquer au début de la maladie comment utiliser son agenda. Elle travaillait depuis des années avec un agenda, évidemment, comme nous tous, mais elle oubliait ses rendez-vous. Ah oui? Elle oubliait ses rendez-vous et moi, à cette période-là, je travaillais souvent à la maison et je recevais ses patients-patientes parce qu'elle avait son bureau de pratique à la maison. Et donc, je recevais ces personnes-là qui venaient à leur rendez-vous. Mais je disais, Nicole n'est pas là. Vous êtes certaine que vous avez rendez-vous? Alors, ça a commencé par des petits symptômes comme ça, auxquels, au début, on n'accorde pas grande importance, mais au fur et à mesure qu'ils se multiplient, l'inquiétude commence à apparaître. Et le premier diagnostic, dans le cas de Nicole, c'était une dépression atypique. Oui. Alors, on pensait que c'était une dépression qu'elle faisait, là. Oui. Ben, moi aussi, j'ai eu Lui aussi a eu ce diagnostic de dépression. Il faut l'éliminer, hein, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est difficile de l'identifier. Rapidement, au début, là. C'est très difficile. Ouais. C'est presque par déduction, par élimination du reste qu'on finit par dire. D'ailleurs, c'était, soi-disant, une démence à corps de Lewy, mais... Je vous dis franchement, là, démence à corps de Lewy ou Alzheimer, pour moi, là, c'est tout pareil. Vous avez vécu ça il y a plusieurs années de ça. Vous en avez fait un peu une mission de vie aujourd'hui. Vous vous êtes rencontrés et aujourd'hui, vous formez un couple. Oui, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. C'est notre plusieurs années après avoir vécu cette réalité-là, vous avez, durant les années de la pandémie, mis en place un documentaire qui était inspiré de la lecture théâtrale que vous avez roulée en tournée pendant 7 ans avant la pandémie. Oui. Et depuis la pandémie, vous avez réalisé un documentaire. Oui, grâce, il faut bien le dire, grâce à l'appui pour les proches aidants. Un organisme national au Québec pour la proche aidance. L'appui, c'est un incontournable, je trouve, partout. Et ils ont été très sensibles à la fois à notre histoire et la façon dont on l'avait racontée. On raconte chacun notre histoire comme un montage parallèle. C'est moi qui commence, ensuite c'est Michel qui continue, je reviens, il revient, et c'est comme ça. On retrace un peu ça dans le documentaire. C'est ça, exactement. Oui, le documentaire est produit comme ça. Et au moment où on le réalisait, où on faisait la lecture théâtrale, on n'avait pas anticipé l'effet de cette alternance. Hein? C'est comme si, pendant que l'un ou l'une de nous parle, comme spectateur, on attend la suite de l'histoire de l'autre. Alors, ça maintient comme un intérêt. C'était absolument pas voulu, mais ça a cet effet-là. On s'est beaucoup fait dire que, je dirais, on est capté par cette alternance et par les deux histoires qui sont vécues en parallèle. Et puis là, il y a un groupe d'organismes communautaires de la région de Charlevoix qui vous ont invité dans le cadre d'une journée de sensibilisation dans la région. Vous avez donc présenté votre documentaire. Il a été diffusé devant une 60aine de personnes. Oui. Et ensuite de ça, vous avez eu un atelier de discussion. On en a parlé un peu plus tôt avec Mme Annie Abran-Roy. Comment vous avez vécu cette journée-là, personnellement? Ah, mon Dieu, c'était un cadeau qui nous était offert. D'abord, on est des amoureux de la région, ça c'est une chose, mais aussi d'avoir la possibilité de venir rencontrer en région des personnes qui vivent le problème. Je dirais que ça nous ouvre une autre perspective et ça nous permet de voir un peu comment ces problèmes-là sont vécus différemment selon les régions. Toute la richesse de chacun des milieux. Oui. En tout cas, c'est ce à quoi on a eu droit en venant ici. Et pour nous, c'était un cadeau qui nous était fait. Ce qui était beau hier, c'était de voir
tout à coup, les langues se déliaient. Oui. Des gens qui n'ont pas l'habitude, par exemple, d'exprimer ce qu'ils vivent, tout à coup le faire. Oui. Et le faire publiquement et se sentir peut-être dans un réseau de confort. Sécuritaire. Oui, sécuritaire. Oui, ça, c'est extraordinaire. Et d'ouverture et d'écoute. Hein. Oui, oui. Chacun. Il Mutuel. y a personne. En fait, c'est comme si tout le monde avait le droit de dire l'intime, le plus secret de ce qu'on vit, de poser des questions aussi que parfois on n'ose pas poser. Oui. Il y avait une sorte de comment dire, à la fois de liberté, mais de chaleur humaine. De bienveillance. De bienveillance, oui. D'écoute et de permission d'être ce que l'on est comme proche aidant, parce qu'on le cache en général. Oui. Pas nécessairement par honte, mais parce qu'on sent que personne ne peut le comprendre sans l'avoir vécu. Jusque dans la profondeur des tripes de ce que les gens traversent là, comme épreuve. C'est comme livrer l'intime. Hein? Oui. Oui. Et c'est pas facile, ça, oui. de dire ce que l'on a pu vivre. Et deux témoignages en particulier d'une dame qui en parlait pour la première fois alors qu'elle le vivait depuis des années. Et un monsieur également qui était en tout début de parcours et qui n'osait pas en parler. Et sa première intervention, c'était quasi à voix basse. Ah oui. Puis au fur et à mesure, au fond, qu'on a échangé avec lui, il s'est mis à parler, puis là, il devenait un peu intarissable. Hein. Il y en avait beaucoup à raconter. C'est formidable de vivre ça. Et c'est vrai que Michel dit c'est un cadeau qu'on nous a fait, c'est vrai. Mais je devrais dire aussi qu'à chaque fois, c'est une façon pour nous de nous guérir d'une grande souffrance qu'on a vécue, parce que c'est pas toujours des roses, là. Même s'il y en a, j'essaie toujours de faire la part des choses, parce qu'il y a vraiment des moments, moi, qui m'ont très profondément transformée comme personne. Je ne suis plus celle que j'étais avant d'avoir vécu ça avec Michel. Et je ne suis plus celle que j'étais avant de vivre avec ce monsieur-là non plus. Moi, c'est drôle, les Michel, il y a une connexion. Ça me convient bien. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir et de porter cette cause-là. Puis je vous souhaite bonne continuité. C'est bien parti. Merci. Bonne fin invitation. Merci. La région de Charlevoix accueille désormais un nouveau service de prêt d'équipements sportifs et de plein air. Le camp Le Manoir des Éboulements en assure la gestion sur le territoire des 2 MRC. Donc, en fait, on a été mandaté par l'ULSCN, qui est l'unité de loisirs et du sport de la capitale nationale, pour être un point de location d'équipements de plein air pour les organismes dans la région de Charlevoix. Donc, les organismes, que ce soit à but non lucratif, comme par exemple les maisons des jeunes, ça peut être des groupes scouts, ça peut être autant aussi des municipalités, des écoles, des garderies, peuvent avoir accès à nos équipements de plein air pour leur groupe. Donc, ce programme-là, ça permet de rendre accessible puis de faciliter aussi l'accès aux équipements de plein air à ces groupes jeunesse-là, en ayant accès aux équipements sans frais. Le camp des éboulements rend disponible ce service durant les 4 saisons de l'année. On a du matériel autant pour plein air hivernal que justement plus camping l'été. On a aussi du matériel de jeu intérieur. Proche de la saison hivernale, qu'est-ce que vous avez là, à proposer aux gens lorsque la neige va arriver? On a des tubes de glissade, on a les raquettes, on a le ski hook qui est comme des ski raquettes. C'est principalement ça, mais éventuellement peut-être qu'on va élargir un peu notre inventaire, mais on commence tranquillement.
L'initiative valorise une mission d'éducation physique et à la santé dans la région. On veut favoriser puis rendre facile la pratique des sports, des loisirs puis du plein air. Ce service permet également de découvrir la pratique de nouveaux sports. Bien, c'est sûr que c'est un peu un des avantages du programme. C'est que, par exemple, j'aimerais ça m'initier au ski hockey. Je connais pas ça, j'en ai jamais fait. Je sais pas si je vais aimer ça. Donc, est-ce que je veux tout de suite investir de l'argent pour acheter l'équipement? Bien, à la place, pourquoi pas venir l'essayer au centre de plein air, puis voir si j'aime ça pour éventuellement voir si j'aimerais m'en procurer ou si c'est un sport qui me plaît. Là. Donc, ça permet un peu la découverte, un peu sortir de sa zone de confort, essayer des nouvelles choses sans nécessairement s'attacher puis investir de l'argent. Le programme promeut un volet durable de la pratique d'activités physiques et de plein air. Bien, c'est sûr que le prêt, ça permet un peu ça, c'est-à-dire que, OK, j'aime faire de la raquette, mais juste une fois par année. Donc, ça vaut pas vraiment la peine pour moi d'investir dans une paire de raquettes. Mais à la place, je vais vouloir l'emprunter. Donc, ça permet un peu un partage aussi d'équipements. Donc, ça peut servir à un plus grand éventail de personnes, puis réduire justement notre consommation d'équipements de plein air, puis d'être réutilisé. Catherine Drapeau explique que le camp Le Manoir gère le système de location du matériel qu'il détient, mais également celui d'autres partenaires dans ce projet. On s'en sert, nous, au camp Le Manoir, dans le cadre de nos activités de camp, par exemple, nos tentes de camping, nos sacs de couchage, nos raquettes même. On s'en sert dans le cadre de nos activités. Donc, c'est du matériel qu'on possède déjà. Puis d'ailleurs, s'il y a d'autres organismes, comme par exemple le Vallon des éboulements, qui aurait comme un stock de ski de fond, qui voudrait ajouter à la banque d'équipements disponibles, bien, nous, on peut comme gérer la location, donc rendre leur équipement disponible. Donc, tout ce qui est le côté administratif, la prise de réservation, contact avec les organismes pour les réservations, bien, c'est nous qu'on s'en charge, en fond. Le service est actuellement offert aux organismes, aux groupes et aux municipalités de la région. Il pourrait cependant se développer au cours des prochaines années. Ça va, je pense, aussi être amené à élargir l'offre pour que pas juste les organismes puissent en profiter, mais je pense plus la population toute complète. La coordonnatrice se dit satisfaite de la réponse des usagers du service de prêt depuis son lancement. Bien, la réaction est vraiment bonne. Puis d'ailleurs, je pense que les gens trouvent ça vraiment pratique et éventuellement aimeraient ça peut-être avoir accès à encore plus d'équipements. Donc, la réponse est vraiment bonne. Puis on sent qu'il y a un besoin pour ça. Ce service de location d'équipements de plein air est actuellement disponible pour les groupes inscrits à l'écran. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site du camp Le Manoir pour accéder au formulaire d'emprunt de l'équipement souhaité.